Un vent de panique souffle sur l'économie africaine et il souffle fort. Face à l'ampleur de la crise, la tentation est forte de baisser les voiles en attendant des vents plus favorables. Pourtant, il existe une possibilité, changer de cap, tout simplement. Rester en mouvement, mais vers une nouvelle direction, le monde d'après. Les startups africaines, puisque ce sont d'elles dont nous allons parler aujourd'hui, arriveront-elles à raconter leur Covid story? Réponse tout à l'heure parce que nous vous avons demandé à vous, c'est quoi une start-up? Voici les réponses. Une start-up, bon, c'est juste des trucs internet sur l'informatique et qui essayent de faire une économie à grande échelle, je pense bien. Une start-up, c'est un regroupement de beaucoup de micro-entreprises et qui permet leur financement, parfois aussi leur implantation. Une start-up, généralement, c'est une entreprise qui démarre. Start, c'est démarrer, commencer. Up, c'est en rapport avec la technologie, généralement l'innovation. Donc une start-up, c'est une entreprise qui a trouvé quelque chose, un élément de bénéfice, un élément de production, mais qui n'a pas encore défini le modèle économique. Je pense que la start-up est un système de promotion à l'entrepreneuriat. Donc, promotion d'entreprise, promotion à la créativité en fait. Beaucoup de réponses, mais que nous disent les livres? C'est le mot qui fait l'écho. Une start-up ou jeune pousse décrit une jeune entreprise de haute technologie qui présente un potentiel important de croissance. Le terme vient de l'anglais star, c'est-à-dire démarrer, et up pour montrer le potentiel de croissance. Les start-up sont des entreprises innovantes qui peuvent être issues des recherches institutionnelles. Elles voient souvent le jour dans des structures comme des incubateurs ou des pépinières d'entreprises. Au stade du démarrage, le risque est élevé pour les investisseurs. Or, vu son objectif de développement futur, la start-up a généralement besoin de fonds importants pour se lancer. Pour lever les fonds, elle peut avoir recours au capital risque, aux business angels, aux fonds d'investissement, mais aussi aux aides institutionnelles réservées aux jeunes entreprises innovantes. Sur notre plateau, nous recevons Monsieur Eric Young. Il est directeur général du groupe d'investissement allemand spécialisé dans les startups et SEM ou SME, voilà, africaine, Green Tech Capital Partner. Il va nous dire de quoi il est question. Eric, vous nous recevez? Très bien, très bien. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Gabon 24. C'est de mon plaisir. Dites-nous, Eric, il y a quelques mois encore, on vantait les mérites de l'écosystème entrepreneurial africain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un lointain souvenir? Est-ce que vous pouvez revenir sur les chiffres justement de cet écosystème? Oui, tout à fait. En fait, 2019 a été une très bonne année, une année qui a démontré de la croissance au niveau de l'investissement et du commitment pour les startups africaines. Un des chiffres importants, c'est 2 milliards de dollars. C'est le montant qui a été atteint et qui a été investi dans différentes startups technologiques en Afrique en 2019. Il y a également la croissance importante des nombres de hubs en Afrique où les startups se développent. Aujourd'hui, on comptabilise à peu près 640, entre 640 et 650 hubs au travers de l'Afrique. Et même au niveau de l'investissement, on comptabilise aujourd'hui une trentaine de pays qui ont mis en place des réseaux d'investisseurs, d'angel investors, qui investissent dans des startups qui sont encore très jeunes. D'accord. La création de toutes ces startups est certainement justifiée par des atouts dont regorge le continent. En fait, le premier atout, je dirais que le premier atout que possède le continent, en fait, c'est sa démographie. C'est le Mhm. fait qu'on a une population qui est assez jeune et qui donc est en capacité d'incorporer et de s'adapter en fait aux nouvelles technologies. On le voit d'ailleurs aussi dans le développement de la technologie mobile qui a explosé au niveau du continent. Donc ces deux éléments qui permettent d'avoir une population et une infrastructure permet en fait de voir un potentiel important dans le monde des startups. Quels sont les secteurs dans lesquels ces startups s'investissent généralement?
Euh, Aujourd'hui, en fait, les startups ont tendance, ils essaient de suivre en fait les tendances des principaux investissements et des secteurs qui ont un peu le vent en poupe. On a vu en 2019 que le secteur principal était le secteur des fintech, qui représentait à peu près 40% en fait des investissements. Mhm. Derrière ça, vous avez aussi au niveau de l'énergie avec des solutions off-grid ou des solutions de plateforme de technologie liées en fait à l'énergie. On a les sociétés de services, on a la santé, on a les e-commerce. Donc tout ça, ce sont en fait des secteurs qui sont très attractifs pour les entrepreneurs. Et ce sont aussi des secteurs où on a aujourd'hui des besoins en Afrique qui sont très réels et très concrets. D'accord. On parle beaucoup d'inadaptation des véhicules d'investissement classiques. Il s'agit de quoi? Tout simplement parce que les véhicules d'investissement classiques sont on va parler des fonds d'investissement, sont des structures en fait qui sont faites pour des investissements qui partiraient, je dirais, de 1 million de dollars à plus. Donc, ce qui fait que, premièrement, pour qu'un fonds soit rentable, il faudrait qu'il ait une taille d'à peu près au-delà de 50 millions. Et Mhm. si maintenant on compare en fait cette taille avec les besoins d'une entreprise, d'une start-up ou d'une SMI excusez-moi, en fait, c'est une PME, une petite et moyenne entreprise en Afrique qui aurait des Mhm. besoins de l'ordre de 100 000 ou de 200 000 dollars. Le process d'investissement, le process de recherche et d'analyse du dossier est aussi cher que d'investir dans une structure qui est beaucoup plus grosse. Ce qui fait D'accord. que ce n'est pas forcément rentable pour ces véhicules en fait d'investir dans ces petites entreprises. Et Mhm. là est en fait un des gros challenges qu'on rencontre. D'accord. Ça, c'était des problématiques qui existaient bien avant l'arrivée du coronavirus. Mais dites-nous de façon globale, comment est-ce que les startups africaines ont vécu cette période de crise intense? Bah, je pense en fait que selon les feedbacks qu'on a eu au niveau des startups avec qui on travaille, la première chose a été le confinement a été très 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 dur pour certaines startups parce que pour certaines startups qui avaient commencé à avoir une certaine activité et qui avaient atteint en fait une certaine vitesse de croisière, cet arrêt net en fait c'est un arrêt de la dynamique. Donc, je D'accord. dirais que l'impact en fait du Covid varie vraiment selon le stade auquel se situe la startup. Si la startup était encore dans un stade où c'est un peu, je dirais, la débrouillardise, les opportunités, le Covid n'a pas vraiment changé quelque chose. Mais pour les startups qui avaient réussi à s'en sortir et qui avaient retrouvé leur marché, qui étaient dans une phase d'une première dynamique, ça a été beaucoup plus grave parce qu'elles n'avaient pas encore les reins assez solides, les liquidités qui leur permettaient en fait de manager en fait un ralentissement de l'économie. Eric Young, peut-être une parenthèse. Dites-nous, c'est quoi le profil type d'un start-upper? Est-ce qu'il faut être diplômé sans emploi ou bien on peut avoir un emploi et ensuite avoir une start-up? C'est quoi le profil? Aujourd'hui, en fait, on utilise le mot startup qui est devenu un peu un mot à la mode. Et je pense en fait qu'un start-upper, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, c'est une petite et moyenne D'accord. entreprise peut être une start-up. La notion de start-up est plutôt liée à la rapidité de croissance et de valeur ajoutée générée par cette startup parce Mhm. qu'elle peut permettre en fait d'intégrer des investisseurs qui peuvent rentrer et au vu des revenus, des bénéfices générés, ressortir. C'est un peu la différence entre une startup et une PME qui aura une croissance beaucoup plus lente alors qu'une startup aura un potentiel de croissance très agressif. On a Donc, certaines autorités africaines qui ont formulé des réponses suite à cette crise, comment ces startups l'ont vécu, mais de quel ordre étaient ces différentes réponses? Il y a eu quelques réponses qui avaient déjà commencé à être mises en place Mhm. au niveau des startups, parce qu'il y a certains pays qui ont mis en place des Startup Act, donc des solutions en fait pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour ces jeunes entrepreneurs là. Mais dans le cadre du Covid, je pense, de ce que j'ai pu observer, seuls les pays en fait qui avaient déjà mis en place des structures pour supporter l'écosystème entrepreneurial
ont pu réagir rapidement en proposant des solutions, des supports de financement, des petits supports de financement, comme par exemple le Sénégal, à leur écosystème pour leur permettre en fait de passer ce cap. Il y a eu aussi beaucoup d'initiatives au niveau des éducations au travers de campagnes digitales pour leur donner en fait l'opportunité d'échanger sur des solutions. Ça, ce sont des initiatives qui ont été observées à notre niveau. L'impact économique de la Covid-19 va sérieusement se faire ressentir, on le sait, l'Afrique ne sera pas épargnée. Ailleurs, on voit des startups qui envoient déjà des SOS à l'État. Est-ce que l'Afrique a les moyens et les capacités pour justement venir en aide aux startups un peu plus tard? Je pense que oui, mais je pense aussi que à mon humble avis, l'aide que le gouvernement doit apporter aux startups ne peut pas être la même aide que celle qu'il y a ici. Parce que l'aide qui a été apportée en Europe au niveau des startups, il y a eu beaucoup d'aide au niveau de packages financiers qui ont permis à ces startups ou à ces petites entreprises en fait de se développer. Je pense aussi que dans le contexte de l'Afrique, il y a un support beaucoup plus structurel qui est nécessaire au niveau des entreprises pour les aider en fait à avoir accès à des marchés auxquels ils n'avaient pas accès. Parce que je conçois en fait qu'il y aura moins de liquidités disponibles sur le marché, mais les besoins en fait sont toujours là. On a des gros besoins au niveau de l'agriculture. Il y a des solutions techniques développées par les startups pour répondre à ces besoins-là. Et je pense en fait que le gouvernement pourrait aider en fait cette connexion entre l'ancienne économie et la nouvelle économie afin que les startups puissent accéder à certains marchés et donc devenir un peu plus résistantes à des crises comme celle qu'on vit aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, la crise a frappé selon le niveau de la start-up. On a vu que les plus fragiles étaient les plus touchés. Certaines ont très vite mis de côté 50, 80, voire 100% de leur masse, on va dire, de leurs collaborateurs. Disons, on a beaucoup employé le chômage partiel. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il fallait licencier absolument ou trouver d'autres moyens pour répondre justement à cette période sensible? Je pense en fait que le chômage partiel était bien évidemment un choix stratégique à considérer dans la mesure où il n'y avait pas de visibilité et n'ayant pas de visibilité, il fallait en fait que ces startups commencent à manager leur liquidité. Mais je pense aussi que l'usage en fait du chômage partiel, c'est une opportunité pour se redéfinir. Et les entreprises en fait qui ont eu recours au chômage partiel, je ne parle pas des entreprises qui ont eu recours au chômage de 100% parce que chômage de 100% vous êtes en arrêt d'activité, mais les entreprises en fait, qui ont pu avoir un chômage partiel de l'ordre de 80 à 50%, c'est des entreprises qui avaient encore de l'activité et qui ont peut-être eu l'opportunité de redéfinir leur marché, leur activité et l'associer en fait à ce nouveau contexte qui demande un peu plus de digitalisation ou un peu plus de services afin de se redéfinir et de pouvoir bénéficier d'une sortie de crise ou d'une nouvelle dynamique. Alors, être en capacité de frapper fort une fois que la crise sera derrière nous, oui, mais pour préparer l'avenir, on fait quoi? Comment on procède? Il faut intégrer les changements que vont provoquer cette crise du Covid. Cette crise du Covid va créer en fait une accélération, un changement dans les usages de la population et vont donc créer des nouvelles fenêtres de marché, vont créer de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, on voit que les gouvernements africains ont pris conscience qu'il faut accélérer le mécanisme de digitalisation des services. Ça ouvre encore aussi une fenêtre de marché. Et je pense en fait que les entreprises qui ont compris ça, qui sont déjà sur le marché et qui se sont redéfinies, comme je disais précédemment, vont avoir la possibilité de bénéficier en priorité de ces nouvelles tendances qu'ils auront identifiées. Et ce sera pour elles l'opportunité de grandir et de bénéficier du post-Covid. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Eric Young. Il est directeur général de Green Tech Capital Partner. Nous le recevons dans le cadre justement de cette période difficile que subissent ou que traversent les startups africaines. Eric, vous l'avez dit, les startups ont
véritablement besoin d'aide et les bailleurs de fonds dans tout ça, comment peuvent-ils venir en aide à ces jeunes pousses? Comment favoriser les investissements dans l'écosystème entrepreneurial? Euh, je donnerai un avis d'entrepreneur parce que je suis investisseur mais également entrepreneur. Je pense que aujourd'hui, il y a des bailleurs de fonds qui cherchent des solutions pour mettre à disposition des liquidités pour l'écosystème. Mais je pense aussi qu'il y a un travail au niveau de l'écosystème pour s'adapter en fait à pouvoir recevoir des liquidités à la plus grande échelle. Je prendrai un exemple qui pour moi est très parlant. C'est on a vu cette même problématique au niveau de l'agriculture où les structures se sont organisées en coopérative pour avoir une taille suffisante pour négocier en fait avec leur environnement et avoir des avantages différents. Je pense qu'aujourd'hui, avec la volonté qu'il y a des bailleurs de fonds de vouloir mettre des liquidités dans le marché, il est intéressant pour les startups et pour les entrepreneurs d'essayer de se restructurer, de se regrouper et de s'aligner sur certains services parce qu'on retrouve beaucoup de modèles similaires afin qu'ils puissent avoir en fait une taille suffisante, un poids suffisamment intéressant pour avoir en fait des échanges avec les bailleurs de fonds qui sont déjà structurés pour cette taille d'opération. Parce qu'il y a une réelle volonté d'intervenir au niveau des startups africaines aujourd'hui. Et puisqu'on aborde la question de l'accompagnement, parlez-nous du programme Green Tech Capital Partner dont vous êtes le directeur général. De quoi est-il question? Alors, le programme de Green Tech Capital Partner est le programme associé donc à l'entité de consulting de Green Tech Capital. Parce que dans Green Tech Capital, vous avez une entité d'investissement, vous avez une entité de conseil et une entité de développement de solutions financières. Donc, dans le cadre de l'activité de consultant, on travaille avec des agences de développement où on leur apporte en fait l'expertise qu'on a accumulée avec notre modèle d'investissement opérationnel afin de permettre aux entreprises de bénéficier du support opérationnel d'experts qui sont recrutés chez GreenTech et qui peuvent aider les entreprises à développer leur activité, à augmenter leur chiffre d'affaires, à augmenter leur nombre de clients et aussi à avoir accès à d'autres technologies, à d'autres experts pour lesquels en fait il serait par elles-mêmes il serait difficile d'accéder à ça. Nous appelons en fait ce programme le Venture Building qui consiste donc à les aider à construire leur entreprise en ayant une implication non seulement financière, mais également opérationnelle dans l'exécution de leurs opérations de tous les jours. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on procède? Puisque vous, nous savons que vous êtes en Allemagne, là. Comment on fait lorsqu'il y a une start-up qui est en Afrique, disons, je me retrouve ici au Gabon et j'ai besoin de votre accompagnement, je fais quoi? Déjà, la première étape serait pour nous, en fait, de pouvoir analyser le dossier. Donc, on reçoit énormément de dossiers de différents pays d'Afrique. Nous avons la chance d'avoir des bureaux en Afrique anglophone et francophone, ce qui nous permet en fait de gérer les deux cas. Et nous avons développé un réseau de partenaires dans les différents pays qui nous permettent d'agir en proximité avec des entreprises si nous considérons en fait que l'opportunité justifie l'investissement. On a beaucoup parlé des entrepreneurs. C'est quoi la démarche pour protéger les collaborateurs de ces jeunes entrepreneurs à court et à long terme? Je pense que la meilleure démarche, en fait, est d'aider les chefs d'entreprise à avoir des marchés. On voit déjà certaines initiatives, je pense par exemple au Kenya, où ils ont mis en place des lois qui obligent, par exemple, pour les marchés publics, d'accorder un certain pourcentage à ces jeunes entreprises. En créant en fait ces marchés, ces accès de marché à des jeunes pousses, en fait, on crée chez eux en fait un besoin d'activité, un besoin de recruter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi de leur permettre d'avoir des collaborateurs de qualité. Parce qu'aujourd'hui, avec la démographie, on sait très bien que dans l'avenir, il sera nécessaire d'avoir des emplois de qualité. Et donc, que la technologie va permettre en fait d'améliorer plus de valeur ajoutée sur le continent et que cette dynamique doit être faite par un développement aussi des jeunes en ayant un accès
à de l'éducation technologique qui leur permettra de répondre aux besoins de ces nouvelles sociétés qui ont des besoins qui sont différents en fait de ceux auxquels peuvent répondre les circuits d'éducation classiques. Donc je pense que c'est ces deux volets-là qu'il faut couvrir. Alors, dites-nous, Eric Young, l'ascension de la tech africaine est-elle un lointain souvenir? Le continent repart-il à zéro? Je ne pense pas que je ne pense pas que le continent repart à zéro. Je pense que le continent prend son souffle pour essayer de bénéficier en fait de cette dynamique qui force, si vous voulez, la technologie à prendre plus d'ampleur. Parce que jusqu'à présent, il y avait quand même une certaine résistance d'une génération, d'une génération un peu plus ancienne à la technologie dans l'intégration de l'économie. Et aujourd'hui, en fait, cette crise montre en fait que l'utilisation de la technologie permettrait de juguler certains des problèmes qui existent. Donc, je pense en fait que une fois passée cette crise économique, la tech africaine en fait va repartir de plus belle et quand je vois en fait la capacité innovante en fait des entrepreneurs africains, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir. Avant de nous séparer, Eric Young, répondre à la question de l'internaute, il s'agit d'Henri qui nous écrit depuis Yaoundé au Cameroun. Il dit les startups africaines doivent allier la stratégie, la promotion et les partenariats, qui sont des éléments essentiels. Mais comment faire? Je pense que la première chose aussi, c'est que pour allier tous ces éléments-là, il faut associer la technologie à la culture. Parce qu'aujourd'hui, on a dans les différents pays africains une culture, une façon de procéder, une façon de faire du commerce. Et bien évidemment, on ne peut pas implémenter de la technologie et demander aux gens de changer leur usage du jour au lendemain. En essayant d'associer cet ensemble-là, je pense qu'à mon sens, c'est la meilleure façon de pouvoir créer en fait ces partenariats et cette collaboration, cette dynamique en fait qui créera en fait la technologie et dans le contexte africain qui fonctionne. La crise actuelle et ses impacts économiques, sociaux et politiques s'annoncent rudes, vertigineux, réduisent fortement la visibilité des jeunes entrepreneurs. Évidemment, tout le monde ne trouvera pas les clés du rebond, mais en ces temps de troubles, tout le monde a le devoir de se lancer à la recherche. Merci à vous, Eric Young. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe d'investissement allemand spécialisé dans les startups et SME africaines, GreenTech Capital Partner. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de porter votre masque lorsque vous sortez de chez vous et n'oubliez surtout pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Merci.